Bonjour tout le monde. On vous l'annonçait hier, on vous propose un long format inédit sur le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, des images en immersion dans les différents services qui luttent contre le Covid-19. Et juste après, on s'intéressera au travail qui ne désemplit pas dans les écuries du secteur. On évoquera aussi la solidarité des Rotary Club pour le personnel soignant. Et ne manquez pas bien sûr le reportage de Via Mirabel sur la qualité de l'air et l'environnement. D'ailleurs, on démarre avec les prévisions côté ciel. C'est parti. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un week-end ensoleillé se profile. Demain matin, on aura du beau temps avec quelques nuages. Ces derniers vont s'élever dans l'après-midi pour laisser plus de place au soleil. Côté température, il fera 8 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le soleil sera présent tout au long de la journée. Il fera un peu plus frais le matin avec 4 degrés. L'après-midi, le thermomètre va grimper pour atteindre les 20 degrés. Demain, nous serons le samedi 25 avril. Nous souhaiterons une bonne fête aux marques. Le soleil nous accompagnera de 6h19 à 20h39. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Des masques pour les habitants de la Casque, un marché hebdomadaire à Wolminster, une subvention allouée à l'hôpital Robert Pax. Voici les brèves du jour. Les émissions de Mosaïque Cristal sont présentées avec le soutien de l'Agglo de Sarreguemines. Restez un maximum chez vous. À vos côtés, l'Agglo veille et continue d'assurer un maximum de services. Pour toutes vos questions, contactez-nous sur notre site internet et notre page Facebook. La Casque offre un masque à chaque habitant. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a commandé 70 000 masques lavables. Ils seront confectionnés par l'entreprise Carita à Beach. Les communes assureront la distribution à leurs administrés. 100 000 € de subvention pour l'hôpital Robert Pax. Une décision du conseil d'administration de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France dans le cadre de son fonds d'aide d'urgence Covid-19. Cela permettra d'améliorer les conditions de séjour des patients et de travail du personnel. Un marché hebdomadaire à Wolminster. Organisé par l'AMEM, il se tiendra chaque vendredi à partir d'aujourd'hui de 14h à 17h, place de la mairie. Plusieurs producteurs seront présents. Des mesures sont mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de chacun. Zweibrücken Fashion Outlet a rouvert ses portes. Le centre commercial emploie de nombreux Français. Certaines cellules accueillent les clients du lundi au samedi de 11h à 17h. Mais il n'est pas possible de traverser la frontière pour y faire son shopping. Report du spectacle Résistance à outrance à Beach. C'est un événement qui devait se tenir fin août pour les 150 ans de la guerre de 1870. En accord avec son créateur Charlie Dame, la mairie a choisi de reporter le spectacle au mois de mars 2021. En pleine période de pandémie, nos hôpitaux sont mis à rude épreuve et doivent s'adapter radicalement. Secteur Covid, unité de soins longue durée, EHPAD et extra-hospitalier. À travers ce long format, vous pourrez découvrir la réalité du terrain et le travail des soignants. Une immersion en plein cœur de notre système de santé local. Des images et un texte signé Yannick Sûr et on se retrouve juste après. Nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Les établissements publics de santé doivent faire face à une crise inédite. À tous les échelons, la situation est une véritable épreuve qu'il faut surmonter. À Sarreguemines, le CHS doit faire face. Pris de plein fouet par la brutalité de l'épidémie, le centre hospitalier a choisi de recentrer l'activité dans un bâtiment adapté aux particularités de ses patients. Tout se passe dans l'Equinox, une unité dédiée à l'origine à des problèmes d'addictologie, capable de traiter des patients nécessitant par exemple de l'oxygène ou des perfusions. Cette unité a été mise en place lors de l'explosion du Covid parce que tout simplement les urgences étaient sursaturées et afin de ne pas charger encore davantage l'hôpital du Pax, il a été pensé créer une unité de médecine dédiée au Covid au bénéfice des patients du CHS.
La démarche vise donc à éviter les transferts avant le stade éventuel de la réanimation. Un véritable hôpital de campagne fonctionnel a donc été créé dans une logique d'endiguement et de maintien au niveau du CHS. Les patients de l'Equinox sont atteints du Covid. Ils présentent également des pathologies psychiatriques. C'est une unité SAS où l'on garde les malades de façon sécurisée au sein de la zone Covid. Après avoir passé les rideaux, il faut tout d'abord s'équiper de façon drastique. Surchaussures, blouse, tablier en plastique, masque, charlotte, gants et visière. À l'intérieur, il faut suivre la cadence soutenue des soignants. Ici, on parvient à traiter à juste niveau le somatique, le psychiatrique, l'accompagnement et la connaissance du patient, comme par exemple lors de cette intervention effectuée par le docteur Galichet, pneumologue. Donc ici, il faut œuvrer avec beaucoup de pédagogie parce que les infirmières, ce n'est pas les infirmières spécialisées en endoscopie. Donc par conséquent, il faut expliquer pour que les choses se passent bien. Et donc elles apprennent vite. Qu'est-ce que vous allez faire là, exactement? Là, le patient, il a une pneumopathie, à la fois Covid et à la fois une atteinte respiratoire parce qu'il a une BPCO sévère. Et donc on veut savoir le nom du germe pour adapter les antibiotiques. Et donc on fait un prélèvement bactériologique. Donc là on met en place l'aspiration, on va vérifier. Une fibroscopie, c'est comme si vous voulez faire faire décoller un avion. Il y a tout un check-up pour vérifier tout qui fonctionne. Parce que si vous commencez le geste et que vous n'avez pas tout bien contrôlé, que tout fonctionne comme il faut, il faut vérifier la qualité de l'aspiration. Je vais à combien? Au max. J'ai déjà endormi la gorge. J'ai fait l'anesthésie. Au fond de la gorge, ça va? C'est comme dans Harry Potter. C'est un bonbon magique. Ça endort et c'est dégueulasse. Exactement. Oui, parce que comme ça, oui. Et s'il crache, vous avez du papier? Non. Voilà, c'est tout. Comme ça, on peut éviter quoi que ce soit. Crachez. C'est monsieur le directeur adjoint qui m'a proposé, dans le cadre de la réserve sanitaire, de venir travailler à l'hôpital et de créer ce nouveau service pour accueillir des patients très spécifiques comme l'a indiqué le cadre supérieur. L'Equinox comporte 12 lits avec un taux de remplissage de 85%. La durée moyenne de séjour est environ de 4 à 5 semaines. En son sein, ce sont 3 médecins, un externe, 28 infirmiers, un cadre de santé, un psychologue, une assistante sociale, une secrétaire, 3 agents de service hospitalier qui officient. Un apport logistique est apporté avec des coursières et une équipe opérationnelle d'hygiène intervient également. On va attendre un petit peu, on va voir comment ça marche alors. Ça va mieux, vous allez voir. Oui. Allez, courage. Il m'en faudrait beaucoup de courage. Vous en avez. Et vous en avez. Vous en avez. Et nous, on est là si vous avez besoin de quelque chose. D'accord? Allez, à tout à l'heure. En temps de crise, le somatique et le psychiatrique collaborent et se complètent au sein de l'Equinox. Le personnel, quant à lui, y travaille de façon démesurée, avec courage et engagement, tout en conservant le sourire. Bonjour. Bonjour caméra. Mais on voit pas les sourires, on les verra pas là. Ouais. Si, les yeux sourient. Vos yeux sourient. Nos yeux sourient. La pandémie a imposé une réorganisation profonde du CHS. La cellule de crise décide de mettre en place un circuit d'arrivée des nouveaux patients afin d'éviter les contaminations, avec un sas d'observation très strict concernant les signes infectieux éventuels. Dès le 13 mars, les Mimosas est le premier pavillon touché et impacté par le virus, avant même le confinement. Plusieurs cas s'y sont déclarés avec des soignants directement infectés. Il a donc été transformé en pavillon psychiatrique Covid. En psychiatrie, le fonctionnement est différent d'un hôpital général. Les patients souffrent psychologiquement. Ils nécessitent de vivre en communauté et ne peuvent pas être confinés dans leur chambre au quotidien, ce qui pose d'énormes problèmes, notamment pour privilégier le lien social. Au Mimosa, c'est maintenant l'heure du repas, mais les procédures ont changé.
Les patients sont en principe, donc ils dorment à l'étage et la journée, ils passent leur journée en bas. C'est un peu comme un lieu de vie, ils ont leur salle à manger, leur salle télé, voilà, et ils sont toute la journée en bas. Après, ce qui a changé pour eux, ils ont été obligés d'être confinés dans leur chambre, donc on leur a servi les repas en chambre. Mais la première semaine, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des patients qui étaient confinés parce qu'ils étaient d'emblée symptomatiques, ils avaient donc des symptômes du Covid, et d'autres qui étaient asymptomatiques, qui n'avaient pas de fièvre, pas de tout, et qui descendaient encore, manger le repas au réfectoire. Donc il fallait s'organiser, les gens qui étaient en tenue Covid, de protection, tenue barrière, et les autres qui descendaient. Et le service était complet aussi. On avait une vingtaine de patients, donc c'était très 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 compliqué. Et il a fallu chaque jour se mettre à jour de comment on fonctionne, de notre organisation. Voilà. Donc ça c'était la première semaine. Après, maintenant je ne sais plus si c'était à partir ou 15 jours après que les patients étaient séparés, qu'ils ont été transférés pour les plus graves au service Equinox. Et donc on a pu garder juste le service actif au niveau de l'étage. Donc les patients ne descendaient plus manger au réfectoire, donc on a tout monté, les repas servis en chambre, voilà. Les premiers jours ont été intenses. Le personnel est durement éprouvé, stress, contamination interne et collègues gravement touchés, patients testés positifs ou asymptomatiques, manque de matériel. Certains affrontent cette situation alors qu'ils sont encore en formation. C'était super dur pour le personnel parce que ça nous est tombé dessus en fait. C'était même la période avant le Covid où on avait déjà des patients qui avaient été hospitalisés, qui avaient même été diagnostiqués. Il y a du personnel justement qui a dû travailler sans protection et qui sont tombés malades. Et du côté point de vue psychologique, l'équipe est très affectée. Et je pense que là, à ce niveau-là, il y a peut-être des choses où on attend déjà une reconnaissance, un soutien et de la compréhension aussi, qu'on soit écouté, qu'on puisse exprimer notre ressenti, parce que vraiment ça nous est vraiment tombé dessus. On n'était pas destinés au départ de Covid, mais voilà, on a eu les premiers patients, on n'a pas eu le matériel qu'il fallait. Moi je suis étudiante infirmière en 3e année à l'EFSI-Forbach et j'étais stagiaire de base ici dès le début, donc ça va faire plus de 10 semaines que je suis ici. J'étais ici avant le Covid et j'ai vu le Covid arriver et je suis restée après le Covid pour aider justement l'équipe. On m'a gardée ici. Et c'est vrai que ce qui a été difficile pour nous, c'est qu'on est passé, on a un statut de stagiaire, mais c'est vrai que par la suite, avec la crise sanitaire, on était plus en renfort. On n'a pas pu être encadré comme il fallait. Les équipes n'ont pas eu le temps parce qu'ils ont dû gérer tout ce qui se passe actuellement. Et ça a été difficile à gérer pour nous les étudiants, mais c'est vrai que l'équipe a quand même été très bien pour nous. Ils ont essayé de nous soutenir, de nous poser des questions, de savoir notre avis, comment on se sentait. Et pour ça, je remercie l'équipe de Mimosa. Et voilà, on est plus un renfort auprès des équipes que stagiaires. Gérer une telle vague semble déjà insurmontable, mais dans le cadre d'un centre hospitalier, il faut penser en dehors de l'enceinte, et donc réorganiser l'extra-hospitalier. Le chef de service, Frédéric Tripsch, nous en dit plus à ce sujet. On a dû s'adapter et privilégier les soins, on va dire entre guillemets à distance, donc les soins par contact téléphonique, donc les entretiens téléphoniques, assurer la continuité du traitement de ces patients en anticipant les ordonnances, en envoyant les ordonnances dans les officines directement pour qu'ils puissent récupérer leur traitement. Et surtout, notre souci c'était de pouvoir conserver le lien avec ces patients en les appelant régulièrement, en individualisant la prise en charge par rapport à leurs besoins, en étant à l'écoute, en pouvant effectivement être en contact avec eux téléphoniquement, voire éventuellement leur proposer une intervention à domicile si le niveau des besoins était justifié de ce type d'intervention, voire éventuellement les recevoir en consultation et décider d'une hospitalisation si la situation était vraiment critique. Avoir aussi le souci d'observer l'impact social
du confinement chez des personnes qui devaient être maintenues à domicile. Donc il y a tout un dispositif pluriprofessionnel au niveau donc, du service social qui s'est mis en place, au niveau des psychologues, au niveau des soignants pour être attentifs aux besoins de ces patients connus. Sachant que parallèlement il y a une cellule de soutien psychologique avec un numéro de téléphone et une plateforme donc, d'écoute qui a été mise en place pour les familles, pour les patients, mais aussi pour les soignants qui pouvaient se retrouver en difficulté. Au début, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster quasiment heure par heure notre dispositif, et ce qui était vrai le matin ne l'était plus forcément l'après-midi. Là, je dirais qu'on a l'impression d'un peu mieux maîtriser les choses, mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Il reste énormément d'inconnus au niveau de cette pathologie infectieuse, notamment par rapport à la durée de contagiosité des patients, ce qui dicte un petit peu leur durée d'hospitalisation, leur modalité de prise en charge, qui peut être effectivement un peu modifié selon les données nouvelles, les connaissances sur le virus. On sait qu'en psychiatrie, le portage du germe est plus long, l'immunité est plus lente. Le patient reste contagieux plus longtemps. L'USLD et l'EHPAD Les Myosotis prend en charge des résidents fragiles de plus de 60 ans, certains avec des pathologies lourdes. Dans ce lieu de vie et de soins, malades et résidents ont été touchés par le Covid. Ici, avant toute chose, on protège son prochain. L'ensemble des résidents sont en chambre, contrairement à avant où ils étaient en pièce de vie, où ils pouvaient déambuler dans les couloirs, pouvoir profiter des activités. Donc maintenant ils sont malheureusement confinés dans les chambres pour pouvoir les protéger d'une contamination au Covid. La priorité principale de l'équipe de soins, c'est le patient, son bien-être et surtout pouvoir conserver un lien avec l'extérieur, avec les familles. Il y a des soignants, on fait des appels visio pour que certaines familles puissent voir leurs proches. Et bien sûr, on continue à maintenir un lien téléphonique régulier avec les familles peuvent appeler. Donc il faut souligner quand même la mobilisation de l'équipe et la compréhension des familles aussi au vu de la situation. Il y a des moments difficiles quand même dans cette période de Covid. Les équipes sont très sollicitées, elles sont fatiguées aussi parce qu'il a fallu beaucoup travailler dans cette période. Et les équipes par contre gardent le moral et elles sont sensibles au soutien de la population et également elles sont sensibles aussi au soutien de l'ensemble de l'établissement, la direction aussi. On a pu renforcer les équipes de soins au Myosotis quotidiennement, donc on a augmenté les effectifs pour que les résidents soient pris en charge comme avant, malgré les conditions spécifiques d'isolement. Nous sommes dans une phase plateau. Au centre hospitalier, il s'agit maintenant de tourner le regard vers l'avenir avec la nécessité de renforcer les moyens, notamment en extra-hospitalier, pour faire face aux prochaines semaines. On s'attendait au pire et en définitive, certes on a eu quelques cas, mais la création de ces unités spécifiques Covid, l'appui des médecins spécialistes en pneumologie, des médecins somaticiens qui nous ont beaucoup rassurés, le professionnalisme et l'engagement des soignants au quotidien auprès des patients, et je dirais même aussi la solidarité des patients eux-mêmes qui ont compris que quelque chose se passait et qui se sont pliés à des prises en charge qui étaient quand même beaucoup plus difficile dans la mesure où il n'y avait plus de sorties, il n'y avait plus de visites, il n'y avait plus de possibilité d'aller à la cafétéria comme avant. Donc toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent agrémenter un petit peu le confort de l'hospitalisation en psychiatrie, tout ça, ça a disparu d'un coup. Eh bien, ils se sont conformés à cela et de façon assez spectaculaire aussi, puisqu'on a eu très peu de problèmes dans nos pavillons, ce qui nous a permis de gérer ces nouvelles difficultés qui étaient inédites de façon à mon sens, très, très adapté et plutôt très efficace. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de tout ça à la fin ? Deux, trois choses. Non, mais c'est important. Je pense que c'est vraiment une question très importante. Alors, c'est difficile déjà de prendre un petit peu du recul, mais je pense que ce qui ressort déjà, c'est vraiment la réactivité et l'adaptabilité des gens. Qui vraiment ont réagi en concert, même si on avait
pas de certitude, mais on a essayé de faire au mieux avec les moyens, et je pense que vraiment la mobilisation a été quand même assez spectaculaire. Ça c'est c'est inédit, moi ça fait quand même un petit moment que je travaille en psychiatrie, c'est la première fois que je vis ça, et ça a été quand même assez spectaculaire. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que en fait on a une organisation au niveau de la psychiatrie qui est ancienne, qui s'appelle l'organisation en secteurs. C'est-à-dire que notre territoire de santé est divisé en gros 4 secteurs qui sont centrés par les 4 grandes agglomérations, Freimin, Forbach, Sarreguemines, Bitche. Sur ces agglomérations, on a dans chacune d'entre elles un centre médico-psychologique qui est vraiment le pivot de notre activité extra-hospitalière. Et grâce à cette répartition, je dirais, homogène, et grâce à ces équipes qui sont sur le terrain, qui connaissent les patients, qui connaissent le métier, qui connaissent les difficultés, eh bien, on a pu répondre aux différentes difficultés qui pouvaient se voir le jour de façon, je dirais, adaptée, homogène, en garantissant la continuité des soins. Et je dirais que ce principe-là s'est même vérifié au niveau de notre fonctionnement en intra-hospitalier, puisque là aussi, les patients qui ont été admis arrivaient dans des pavillons qu'ils connaissaient, avec des soignants qui étaient connus, et donc ils étaient déjà rassurés par le fait d'être dans cet univers qui était un peu familier pour eux. Et donc je dirais que cette crise a démontré quelque part la force de cette organisation sectorielle, et j'insiste là-dessus parce qu'elle est mise à mal. On voit bien que ces secteurs qui sont bien définis nous ont permis justement de répondre et de canaliser nos forces sur les besoins qui étaient objectivés clairement sur le terrain par des professionnels qui connaissent leur métier, qui connaissent le terrain, en partenariat avec les médecins généralistes, avec les services sociaux, avec l'ASE pour ce qui concerne les enfants. Donc on a tout ce réseau, tout ce maillage sectoriel qui est ancien et qui a été extrêmement opérant. Donc je dirais que s'il y a une leçon aussi à tirer de cette crise, c'est ce principe fondamental de la psychiatrie, donc ce travail de secteur qui quelque part a montré sa force. Une nouvelle fois, je dirais. Le combat n'est pas encore gagné, mais quoi qu'il advienne, le CHS a su tenir bon. Il a affronté la déferlante grâce à une formidable capacité d'adaptation, une organisation hors norme et avant toute chose, à un personnel qui protégera coûte que coûte ses patients et qui viendra lever son bouclier pour faire barrage à la pandémie. Et on continue notre journal. Un EHPAD à Voipy, près de Metz, vient d'être doté de blouses et de manchons. C'est une commande groupée faite par les clubs Rotary afin d'aider l'établissement. Et ce sont des images de Via Mirabel. Il l'attendait avec impatience. L'EHPAD du Guet-Henri de Voipy vient de recevoir son premier gros don de protection, 200 surblouses et 400 manchettes. Ça nous fait énormément plaisir parce que c'est un surplus fondamental pour les équipes. C'est vrai qu'au niveau des masques chirurgicaux, l'État, l'ARS a réussi à mettre en place des choses qui nous ont permis depuis plus d'un mois maintenant de pouvoir correctement doter nos équipes, mais les blouses, c'est toujours un point de tension important dans les établissements, donc ça va nous faire effectivement beaucoup de bien. Leur autre EHPAD situé à Thionville recevra également la même quantité de protection, un don de valeur de la part des Rotary Club de Metz-Rive-Gauche, Metz-Lafayette et Metz-7. Alors les Rotary ont en permanence des objectifs de solidarité et d'entraide. Et il nous a paru rapidement que face à cette crise du coronavirus et cette pandémie et la déficience de matériel de protection, ça aurait été intéressant de monter une opération groupée avec différents Rotary pour avoir une puissance d'action plus importante. Et en tout, on a commandé 2600 protections. En ce qui concerne les surblouses, c'est une fabrication locale, donc là il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne les masques, il y a déjà 3 commandes qui sont arrivées sur Nancy, c'est la 4e qui arrive. Et là on va pouvoir les distribuer à des EHPAD et à des infirmiers libéraux. 8000 masques ont d'ores et déjà été commandés et devraient être livrés d'ici quelques jours. Prochaine étape, la commande de gants chirurgicaux. Les commerces d'alimentation font partie des activités essentielles autorisées à rester ouverts. Alors que les grands magasins concentrent beaucoup de clients, les épiceries de quartier offrent une alternative à proximité de chez soi. Exemple avec l'épicerie Al Baraka de Homboureau qui a vu son nombre de clients progresser. Regardez.
Au cœur de la cité des Chênes à Homboureau, l'épicerie est un des derniers commerces avec la pharmacie. Un lieu de vie où les habitués viennent boire le café le matin en allant chercher le journal. Avec la crise sanitaire, ils se retrouvent devant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'être à plusieurs à l'intérieur, on est dehors là. Voilà. Et puis on le voit ensemble, aux distances respectées. On s'adapte. On s'adapte. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. On s'adapte. Bon, et puis on fait avec. Hein. On n'a pas le choix. Après ça, on rentre, on tourne le pouce. À l'intérieur aussi, les changements sont visibles. À l'entrée, des gants et du gel hydroalcoolique pour se servir en fruits et légumes. Plus loin vers la caisse, des marques au sol pour respecter les distances sanitaires et un paravent en plastique qui protège à la fois le caissier et les clients. Des protections qui mettent tout le monde en confiance. Ah, moi là, tu es bien protégé. Hein. Bien sûr, ça les rassure d'avoir ça. Et heureusement que j'ai ça parce que je pensais perdre de la clientèle, mais heureusement que ça, avec ça, ils font confiance et j'ai plus de clients que d'habitude. C'est les clients qui viennent de la cité, de la région, qui viennent même de loin, parce que les clients maintenant, ils évitent les grandes centres commerciaux. Et ils préfèrent les petits commerces de proximité parce qu'ils trouvent un peu tout et en toute sécurité. En reprenant ce commerce il y a un peu plus d'un an, le gérant souhaitait maintenir une proximité avec les habitants du quartier, dont certains sont âgés et peu mobiles. Il propose des produits alimentaires et de première nécessité, de quoi faire ses courses mais aussi retirer des colis ou envoyer de l'argent à l'étranger. Alors, lorsque la question s'est posée de livrer les courses à domicile, le gérant n'a pas hésité. Le système de la livraison, c'est que les gens ils me contactent la veille pour savoir qu'est-ce qu'il leur faut que je leur prépare avec le monsieur Clam David qui leur livre tout en sécurité. Voilà, j'ai une dizaine de clients par jour. Pour ces livraisons, il est épaulé par des bénévoles comme David qui tient à maintenir un circuit de solidarité au sein du quartier. Bah oui, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, et comme le magasin, c'est mon copain. Voilà, exactement. Du coup, on vient de livrer un petit papy d'environ 90 ans qui vit confiné depuis le début de la crise. Bon, du coup, on le livre tous les jours, quasiment tous les jours depuis le début de la crise. C'est un des premiers qu'on a livré. On s'occupe en gros d'environ 4-5 personnes comme ça et environ une dizaine de clients qui viennent régulièrement par rapport à la livraison sur la boulangerie Al Baraka. Donc on répond aux demandes et plus on demande, plus on livre. Alors que la majorité des commerces ont baissé rideau, les épiceries de quartier comme El Baraka maintiennent un peu de vie et permettent aux habitants de se ravitailler tout en évitant les déplacements de longue distance. Et les centres équestres dans tout ça, Magali est monitrice de l'écurie des Grands Champs à Ormersvillers. À cause de la crise sanitaire, elle ne peut plus organiser de cours d'équitation ni faire entrer les propriétaires. Elle doit faire face à l'énorme entretien des chevaux et au cruel manque de rentrée d'argent. Thibaut Desmerlet est allé à sa rencontre. Dès le début du confinement, l'écurie des Grands Champs s'est vidée de toute présence humaine. Plus d'enseignants, plus d'élèves ni de propriétaires, Magali s'est retrouvée toute seule avec ses 53 chevaux. Une diminution nette de l'activité qui impacte lourdement la santé économique de l'écurie. Chaque mois, la structure doit dépenser 6 500 € de frais fixes. Avec la crise sanitaire, Magali n'arrive même pas à faire rentrer la moitié. Le bilan économique, il est très mauvais. Très très mauvais. On s'entend parler, hein. On peut plus enseigner, on n'a pas de rentrée d'argent, mis à part les propriétaires. Mais c'est pas ça qui va renflouer les caisses pour payer les chevaux de club. C'est pas possible. Donc le bilan économique, il est catastrophique. Pendant une semaine et demie, Magali s'est confrontée à l'entretien de sa cinquantaine de pensionnaires. Un travail fatigant qui l'occupait plus de 13 heures par jour. Et même avec ce laps de temps, le boulot n'était pas totalement fini. Magali tient énormément à ses chevaux qui viennent majoritairement de refuges. Elle n'imagine pas un seul instant s'arrêter. L'association À Crin et à Cœur a eu vent de ses difficultés. Elle est désormais épaulée par Nadège et Jennifer, deux bénévoles qui l'accompagnent chaque jour. 53 chevaux pour moi toute seule en entretien, en travail, c'était dur, je le cache pas. J'ai pas demandé d'aide, l'aide est venue toute seule. Une association qui m'a envoyé des bénévoles, donc on est 3 finalement, et c'est pas plus mal parce qu'à 3 on bosse quasi toute la journée. Si j'avais été seule, j'avoue, j'aurais pas tenu longtemps.
Et le soutien ne s'arrête pas là. En plus de cette aide dans les tâches quotidiennes, le maire d'Épin lui a fait cadeau de 10 roues de foin. Son voisin lui procure gratuitement de la paille. Le maréchal Ferrand continue de lui rendre visite pour s'occuper des sabots des chevaux. Magali ne s'attendait pas à une telle vague de solidarité. Même ses élèves ont fait un geste. J'ai mes cavaliers et mes propriétaires qui ont fait une cagnotte et qui m'ont rassemblé 1 500 € le mois dernier. En plus de ça, j'ai 2 assos qui me soutiennent financièrement. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien et ça fait du bien au moral surtout, comme ça on peut dormir la nuit. Parce que bon, travailler c'est un fait, mais il faut avoir les moyens de s'occuper et surtout de subvenir à leurs besoins. Comme beaucoup d'autres, Magali est dans l'attente du fameux 11 mai. Pour le moment, elle ne sait pas si elle peut rouvrir ou non et dans quelles conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de voir le centre équestre revivre. Les eaux pures de Venise, le Kilimandjaro visible à des centaines de kilomètres, des cieux bleus sans brouillard. Le confinement, c'est bon pour l'environnement et il nous dit merci. L'Atmo Grand Est, spécialiste dans la surveillance de la qualité de l'air, fait un compte-rendu et vous allez voir que la pollution de l'air, c'est pas seulement une question de trafic. Regardez. Depuis le début du confinement, les Français respirent à nouveau de l'air frais et moins pollué. Grâce à la baisse de l'activité, le dioxyde d'azote a fortement diminué par rapport aux années précédentes. On a eu effectivement une baisse importante, on va dire, de ces émissions liées au trafic routier qui étaient liées à la baisse importante du trafic lui-même. On voit que les baisses sont conséquentes un peu sur toutes les grandes agglomérations françaises. Cette baisse, elle était pour la ville de Metz de 73%. En revanche, malgré le confinement et la baisse colossale de la mobilité humaine, les particules fines persistent dans l'air. Un épisode de pollution a même été constaté le 28 mars dernier. Ce qui montre bien qu'il y a d'autres sources que le trafic routier, même si lui-même n'est pas très important. Il y a tout le chauffage aussi qui a pu jouer dans cette période parce qu'on avait encore des nuits fraîches, que les gens étaient plus à leur domicile, donc avaient peut-être tendance à chauffer ou se chauffer un peu plus ou utiliser plus le chauffage que dans une période où on est au travail toute la journée. Et puis concernant les gaz à effet de serre, s'ils ont baissé de 18%, on constate qu'on est encore loin des 40% prévus d'ici 2030 par les accords de Paris. Par rapport aux objectifs, dans un monde confiné de fait sans que c'était programmé, ça montre les efforts qu'on a à faire, sachant que évidemment on ne demande pas à l'économie d'arrêter. Ça veut dire que, 1, il faut sur l'énergie réduire la consommation, 2, travailler de plus en plus avec des énergies vertes et propres, donc air, climat, énergie, santé, tout ça à conjuguer avec les besoins auxquels on tient et puis, la vitalité, y compris économique d'un territoire. Voilà, il y a beaucoup encore à faire, me semble-t-il, et ces instruments de mesure doivent aussi quelque part nous provoquer un électrochoc. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Selon Jean-François Husson, nous avons une responsabilité collective importante, notamment les décideurs et les institutionnels, faire évoluer notre modèle de société. C'est la fin de notre émission. Merci de nous être fidèles. Passez un bon week-end. Appelez vos proches, vos amis. Faites attention à vous et à très vite. La communauté de communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants.